Le 6 juin 1944, la Normandie devient le théâtre d'une bataille épique où chaque pierre, chaque bunker, chaque barbelé raconte une histoire de courage, de stratégie et de sacrifice. Un des grains de l'épi de maïs Overlord est baptisé Aubery. Cette opération a pour mission de prendre Port-en-Bessin, ce port fortifié qui ressemblait à un véritable coffre-fort parfaitement protégé, avec ses bunkers, ses champs de mines, aussi ses barbelés, mais aussi ses canons, ses mitrailleuses et ses hommes qui étaient là. Et ces hommes des forces allemandes étaient représentés par la première compagnie du 1er bataillon du 726e régiment, rattaché à la 716e division d'infanterie, sous le commandement de la 352e division, ainsi qu'une cinquantaine de membres de la Kriegsmarine qui étaient solidement ancrés dans cette forteresse faite de 3 positions qu'on appelle les WN 55, 56 et 57. Dans cet ensemble, on y trouve un mur anti-char, à la limite 2 murs anti-char, hauts de près de 2,50 m, qui auraient pu faire passer un géant pour un nain, et large d'1,50 m, qui bloque à tous les véhicules l'accès aux petites ruelles du village de Port-en-Bessin. D'ailleurs, après la libération, ce sont les ingénieurs britanniques qui vont décider de démolir ce mur pour faciliter le déchargement des équipements. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en reste aucune trace. Alors, ces défenseurs allemands étaient organisés parfaitement autour de 3 points clés: le WN 55, WN 56, WN 57. Le WN 56, c'était le port lui-même, alors que le 55 englobait le port, la jetée et toute la zone stratégique, et était parfaitement épaulé par le WN 57 qui aujourd'hui se trouve sur le golfe d'Omaha Beach. Ces points étaient équipés de bunkers, de canons antiaériens, voire même une tourelle de chars français. Le 55 était un vrai complexe, avec des abris, des tranchées, des tobrouks, des abris en béton pour les soldats, des postes d'observation, une casemate de type R612 qui ne sera jamais construite. La population locale, elle, doit subir de plein fouet l'opération, car elle n'a pu être évacuée. Si elle l'avait été, les Allemands ont été prévenus de ce qui allait se passer. Donc, chronologiquement, les commandos britanniques partent de Southampton le 5 juin en direction de la plage de Gold Beach. Et dès l'aube du 6 juin, des bombardiers américains, Liberator B-24 du 785e escadron, vont commencer un bombardement, mais manque de précision. Rapidement renforcé par une attaque navale qui, elle, va causer des pertes beaucoup plus précises. 5 civils y laisseront la vie, beaucoup de dégâts matériels. Et les choses continuent, car maintenant, il faut que les commandos britanniques qui sont débarqués à Gold Beach, à Hanel plus exactement, vont devoir suivre la route 514 de la côte pour relier Port-en-Bessin, où ils arriveront le 7 juin. La mission était loin d'être une promenade de santé. Beaucoup de soldats britanniques y trouveront la mort, d'autres seront reportés comme disparus, mais malgré tout, la progression vers l'objectif continue. Le soir du 6 juin, ils ont atteint le WN 72 au Mont Cavalier, qui est un point stratégique. C'est une étape dans le marathon de la libération. Le lendemain matin, surprise, 2 ados, très impatients probablement d'être enfin libérés, vont offrir leur service en tant que guide. Vers 11h, enfin la communication a été rétablie avec le QG de la 231e brigade britannique, ce qui a permis de commander un appui d'artillerie navale. Là, grande précision, car ces navires vont jouer un rôle crucial dans la progression des troupes alliées. Le lieutenant-colonel Phillips a ordonné l'attaque principale à 16h, avec, en complément du soutien naval, un soutien aérien. Là, c'est les Typhoon qui vont entrer dans le jeu, avec une précision chirurgicale. Avant cela, à 14h, on a donc un barrage d'artillerie de la marine.
qui va être organisé à partir du croiseur HMS Emerald à 15h. Lui, il prépare le terrain. Là, 2 escadrilles de Typhoon entrent dans le jeu, neutralisant plusieurs positions ennemies comme une équipe de nettoyeurs. Les troupes ont avancé sous le feu ennemi, subissant encore des pertes, mais leur détermination était aussi solide qu'un vieux rocher. Le capitaine Cousins, un héros local, a identifié un passage menant au sommet de la falaise, en zigzag. Mais si cela lui a valu d'être repoussé par des tirs nourris, sa persévérance a permis la reddition d'une partie des forces allemandes. Le héros va progresser et finalement prendre position au-dessus de la ville de Port-en-Bessin. La troupe suit et va rencontrer Henri Gouget, un gendarme local, qui lui va lui permettre d'atteindre finalement le centre-ville. Et là, eh bien, ce sera le confrontement avec les derniers défenseurs. La dernière charge du 47e commando, menée à la baïonnette par le capitaine Denis Walton, a été un vrai moment de bravoure. Il a capturé un officier et 18 prisonniers sous la direction de Gouget, toujours le même. Et là, ils sont à l'église. Le contrôle est total. Les soldats ennemis se rendent. Maintenant, grâce à cette intervention d'un autre héros local, eh bien, le sergent Eugène Fuller, qui est germanophone d'origine autrichienne, eh bien, va convaincre les derniers réticents à déposer les armes. Maintenant, la situation est au clair. Les Allemands, les uns après les autres, se rendent, tout au moins pour ceux qui n'ont pas été tués ou gravement blessés dans l'affrontement. Mais quand même, eh bien, à un moment, la situation redevient critique. Les renforts, effectivement, les commandos britanniques vont devoir faire face à des renforts ennemis. Et c'est là où les destroyers britanniques et polonais Ursa et Krakowiak vont également amener un soutien précieux, car ils découvrent des navires ennemis qui s'approchent, petits, certes, mais dont à proximité, le tir peut être fatal. Finalement, des embarcations motorisées ont permis de prendre le contrôle des navires abandonnés dans le port. Et les commandos ont exploré la falaise pour prendre des positions adverses, nettoyer l'ensemble, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis qui se soient cachés dans ces nombreuses tranchées, dans tous ces tombrouks dissimulés, sous les herbes, sous les ronces, sous les branches. Il faut absolument être sûr que tout est nettoyé. La bataille de Port-en-Bessin est restée quand même dans les mémoires comme l'une des plus difficiles de la campagne de Normandie. Non pas la plus difficile, bien évidemment, mais pour le secteur britannique, ça reste l'une des plus difficiles. Les Alliés ont pris le port, ok, mais c'est devenu après un point logistique clé. On parle toujours d'Arromanches, certes, avec le port artificiel, mais les véhicules, eh bien, il fallait les ravitailler en carburant. Et c'est là où Port-en-Bessin va jouer un rôle énorme, car l'opération que tout le monde connaît sous le nom de Pluto, le système Major, a des sous-systèmes mineurs, et c'est ce système mineur qu'on appelle Tombolo qui va prendre place à Port-en-Bessin. Donc une logistique considérable. En juillet 1944, plus de 200 000 véhicules ont déjà débarqué en France, et Lord Mountbatten, le chef des opérations, va proposer en 1942 la création d'un pipeline sous-marin qui reliera la Grande-Bretagne à la France. C'est ce que l'on connaît sous le terme de Pluto. Mais on peut installer un Pluton, on peut installer ces pipelines à partir du moment où tout est sécurisé. Alors que Port-en-Bessin, eh bien, va permettre le ravitaillement de carburant qui vont être pompés directement dans des gros tankers à environ 700 ou 800 mètres en mer. Et donc, c'est tous ces pipelines que vous pouvez voir actuellement sur les photos qui courent
sur la vidéo et on comprend l'importance de ce port.